y a plus de 2000 ans, à une époque où il n'y avait ni avion, ni voiture, ni même de carte précise, des voyageurs grecs parcouraient les pays à dos de cheval et sur des navires à voile. Ces voyageurs notaient tout ce qu'ils voyaient au cours de leur long périple à travers la Méditerranée. Ils écrivaient sur les villes, les rois et les guerres, mais ils parlaient aussi de choses qui les émerveillaient et les forçaient à s'arrêter, des choses construites par les hommes de leurs propres mains, mais qui semblaient être l'œuvre des dieux eux-mêmes. Avec le temps, ces voyageurs commencèrent à dresser des listes des plus grandes merveilles qu'ils avaient vues de leur vie. Ils les appelèrent Theia, c'est-à-dire les choses qu'il faut voir avant de mourir. Puis, le nom évolua pour devenir Thomata, c'est-à-dire les merveilles. Mais pourquoi ont-ils choisi précisément le nombre 7 ? La raison est simple. Chez les Grecs anciens, le chiffre 7 symbolisait la perfection et l'accomplissement. 7 jours dans la semaine, 7 planètes qu'ils connaissaient, 7 dieux principaux sur le mont Olympe. Il était donc naturel que les merveilles du monde soient au nombre de 7 également. Ce soir, nous allons voyager ensemble à travers le temps pour visiter ces 7 merveilles, l'une après l'autre. Nous verrons comment elles ont été construites, par qui, pourquoi et comment elles ont disparu. Nous ferons connaissance avec des rois, des ingénieurs et des sculpteurs, et nous tirerons de leurs histoires des leçons qui restent valables jusqu'à aujourd'hui. Parmi ces 7 merveilles, une seule est encore debout à ce jour. Les 6 autres ont disparu, détruites par les tremblements de terre, les incendies, les guerres et les mains des hommes eux-mêmes. Mais leurs histoires sont restées, et c'est précisément ces histoires que nous allons raconter ce soir. 7 histoires en une seule nuit que vous n'oublierez pas. Si vous écoutez le matin, allez vous faire une tasse de thé et revenez. Et toi qui écoutes la nuit, ne t'emballe pas trop, va dormir. Et rappelons-nous que nous sommes entre amis ici, alors faisons plus ample connaissance. Partagez-nous de quelle ville vous nous suivez et quelle heure il est chez vous en ce moment, pour qu'on voit qui veille avec nous et qui boit son café du matin, et pour briser la barrière de la nuit. Allons-y, commençons. Chapitre 1er. La grande pyramide de Gizeh. Sur la rive ouest du Nil, sur un plateau rocheux élevé, se dresse la plus ancienne et la plus grande construction jamais réalisée par l'homme. La grande pyramide, la seule des 7 merveilles du monde qui soit encore debout aujourd'hui. 4500 ans, c'est l'âge de la pyramide. Elle a été construite des milliers d'années avant la naissance du prophète Moïse, paix sur lui, des milliers d'années avant la fondation de Rome, 2500 ans avant la naissance du Christ, paix sur lui. Et quand les Grecs dressaient leur liste de merveilles, la pyramide était déjà très ancienne, même pour eux. C'est comme si, aujourd'hui, vous regardiez quelque chose construit à l'époque des pharaons. C'est exactement ce que ressentaient les Grecs en contemplant la pyramide. Mais qui a construit ce géant et pourquoi? L'histoire commence avec un roi nommé Khéops. Khéops était le 2e pharaon de la 4e dynastie, celle que les historiens appellent les bâtisseurs de pyramides. Son père, Snéfrou, fut le premier à construire une vraie pyramide à face lisse au lieu d'une pyramide à degrés. Snéfrou tenta 3 fois avant de réussir.
Il construisit la pyramide rhomboïdale qui échoua, puis la pyramide rouge qui réussit. Quand Snéfrou mourut et que Khéops monta sur le trône, il disposait de l'expérience de son père, d'une immense richesse et d'une ambition sans limite. Il décida de construire une pyramide plus grande que tout ce que son père avait réalisé, quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Il choisit un site sur le plateau de Gizeh, un sol rocheux solide, capable de supporter un poids colossal, et les travaux commencèrent. Les chiffres que je vais vous donner paraissent fous, mais ils sont vrais. La hauteur originelle de la pyramide était de 147 mètres, comme un immeuble de 50 étages. Sa base est carrée, chaque côté mesure 230 mètres. Le poids total avoisine les 6 millions de tonnes de pierre. Le nombre de blocs utilisés, 2 300 000. Chaque bloc pèse en moyenne 2 tonnes et demie. Certains atteignent 80 tonnes. 80 tonnes, c'est le poids de 10 gros camions dans un seul bloc. Et ils les ont hissés à des dizaines de mètres, sans grue, sans moteur, sans électricité. Comment ont-ils fait? Pendant des siècles, on a cru que des esclaves avaient construit les pyramides sous le fouet et la torture. Cette idée venait de l'historien grec Hérodote, qui visita l'Égypte 2000 ans après la construction. Mais les découvertes modernes ont prouvé le contraire. En 1990, des archéologues ont découvert les tombes des ouvriers qui avaient bâti les pyramides, tout près des pyramides elles-mêmes. Chose très étrange, car les esclaves ne sont pas enterrés à côté de leur chantier. Ils sont jetés dans des fosses communes éloignées. Ces tombes étaient soigneusement construites, contenaient des squelettes d'hommes et de femmes, et certains portaient des traces de soins médicaux. Ces ouvriers étaient soignés quand ils tombaient malades ou se blessaient. Les esclaves, on ne les soigne pas, on les remplace. La vérité que nous connaissons aujourd'hui, la pyramide a été construite par des ouvriers égyptiens ordinaires, paysans, artisans qualifiés et ouvriers spécialisés qui venaient travailler pendant la saison de l'inondation du Nil, quand leurs terres agricoles étaient submergées et qu'ils n'avaient plus de travail. Le gouvernement les nourrissait, les logeait et leur payait un salaire pour 3 mois par an. Et en 2013, une découverte extraordinaire a changé tout ce que nous savions sur la construction. Une équipe française dirigée par l'archéologue Pierre Tallet a trouvé une grotte dans la région de Wadi el-Jarf sur la mer Rouge. À l'intérieur, des rouleaux de papyrus très anciens. Les plus anciens documents écrits trouvés en Égypte. C'étaient les journaux d'un homme nommé Merer, superviseur d'une équipe de transport de pierre. Merer écrivait en détail comment on transportait les blocs de calcaire blanc des carrières de Toura jusqu'à la pyramide. Il parlait des bateaux utilisés, des canaux, des noms de ses collègues et même des quantités de nourriture. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons un témoignage direct de quelqu'un qui a participé à la construction. Pas des légendes ni des suppositions, mais un journal réel datant de 4500 ans. Merer écrivait que les pierres étaient transportées par bateau sur le Nil, puis par un canal spécial qui arrivait jusqu'au site appelé lac de la pyramide de Khéops, supervisé par un certain Ankh-Haf, demi-frère du roi. L'opération était organisée de manière incroyable. Équipe spécialisée dans la découpe, dans le transport, dans le levage et la pose. Chaque équipe avait un nom, un chef et une ration quotidienne.
comme une immense entreprise de construction de notre époque. Mais il y a 4500 ans. Mais la question la plus importante reste: comment ont-ils hissé les pierres tout en haut? La théorie la plus acceptée est celle des rampes. Ils construisaient des rampes en briques crues et en sable, puis traînaient les pierres dessus avec des cordes et des traîneaux posés sur du sable mouillé pour réduire les frottements. Nous l'avons découvert grâce à des dessins pharaoniques anciens. Mais une rampe ordinaire doit être très longue pour ne pas être trop raide. Une rampe pour 150 mètres de hauteur doit faire au moins 1,5 km, ce qui signifie que la rampe serait plus grande que la pyramide elle-même. C'est pourquoi certains savants proposent que les rampes étaient en spirale autour de la pyramide par l'intérieur. La théorie de l'ingénieur français Jean-Pierre Houdin dit qu'il y avait des galeries internes utilisées pour transporter les pierres, ce qui pourrait expliquer les cavités mystérieuses récemment découvertes dans la pyramide grâce aux muons. L'ingénierie de la pyramide est stupéfiante. La base est plane à 2 cm près sur une surface de 50 000 mètres carrés. Les 4 angles sont orientés vers les points cardinaux avec une erreur de seulement 4 minutes d'arc, plus précis que la plupart des bâtiments modernes. Comment ont-ils fait sans boussole? Les Égyptiens observaient les étoiles, suivaient le mouvement d'une étoile particulière dans le ciel, dessinaient son arc, puis trouvaient le point milieu qui indique le nord vrai avec une précision incroyable. À l'intérieur de la pyramide, il y a 3 chambres principales. La chambre basse, taillée dans le roc sous la pyramide, est laissée inachevée pour une raison inconnue. La chambre de la reine au milieu, bien qu'elle ne soit probablement pas pour une reine, et la chambre du roi en haut, avec son sarcophage en granit rouge, vide aujourd'hui, et nous ne savons pas si Khéops y a vraiment été enterré. La plupart des savants pensent que les voleurs ont pillé la pyramide des centaines d'années avant notre ère. Au-dessus de la chambre du roi, il y a 5 petites chambres superposées appelées chambres de décharge, dont la fonction est de répartir le poids pour éviter l'effondrement du plafond. Une ingénierie intelligente qui fonctionne encore après 4500 ans. Le grand corridor menant à la chambre du roi est une merveille architecturale en soi. 47 mètres de long, 8 mètres de haut, mur construit avec la technique du corbellement progressif. Le plafond n'a pas besoin de colonnes car les pierres s'appuient les unes sur les autres de façon géométriquement parfaite. De l'extérieur, la pyramide était très différente de ce que nous voyons aujourd'hui. Elle était recouverte d'une couche de calcaire blanc poli provenant des carrières de Toura qui brillaient sous le soleil comme un joyau géant. Les Arabes au Moyen Âge ont retiré la majeure partie de ce revêtement pour construire mosquées et bâtiments au Caire. Il en reste de petits fragments à la base. La pyramide est restée le plus haut bâtiment du monde pendant plus de 3800 ans. Rien ne l'a dépassé jusqu'à la construction de la flèche de la cathédrale de Lincoln en Angleterre en 1300. 3800 ans, cela signifie que d'innombrables générations ont vécu et sont mortes en considérant la pyramide comme la chose la plus haute qu'ils connaissaient. L'historien grec Hérodote visita la pyramide au VIe siècle avec Sir J.C. Il écrivit que les guides égyptiens lui avaient dit que la construction
avait pris 20 ans et mobilisé 100 000 ouvriers. Mais nous savons aujourd'hui que le nombre était moindre, probablement 20 à 30 000. L'efficacité et l'organisation plutôt que le nombre massif. Les Romains, quand ils conquirent l'Égypte, restèrent stupéfaits devant elle, comme tous ceux qui les avaient précédés. L'empereur romain Auguste la visita et dit que c'était la plus grande chose qu'il ait vue de sa vie. Napoléon, lors de sa campagne d'Égypte, se planta devant elle et dit à ses soldats « 40 siècles d'histoire vous contemplent du haut de ces pyramides. Et aujourd'hui, après 400-500 ans, la pyramide accueille encore des millions de visiteurs chaque année. Continue d'étonner les savants par ses secrets non tous élucidés et nous rappelle ce que l'homme peut accomplir quand il possède vision, volonté et organisation. Et maintenant, nous quittons l'Égypte pour la Mésopotamie, du désert aride à des jardins verts suspendus dans le ciel, de la certitude au mystère, car la deuxième merveille, personne ne sait si elle a vraiment existé. Chapitre 2. Les jardins suspendus de Babylone. Au cœur de l'Irak actuel, sur les rives de l'Euphrate, se dressait une ville grandiose nommée Babylone. Bab-Ilou, en akkadien, signifiant « porte des dieux ». C'était l'une des plus grandes villes du monde antique, capitale d'un empire qui s'étendait du golfe Persique à la Méditerranée. Et dans cette ville, dit-on, il y avait des jardins suspendus dans le ciel, des terrasses verdoyantes s'élevant les unes au-dessus des autres comme des montagnes, des arbres et des plantes du monde entier poussant au cœur du désert, des cascades coulant du haut vers le bas, un paradis sur terre, là où rien ne pousse naturellement. Mais cette merveille est différente de toutes les autres, car nous ne savons pas si elle a réellement existé. Oui, les jardins suspendus de Babylone pourraient n'être qu'une légende, une belle histoire inventée par les poètes et les historiens, un rêve magnifique qui ne s'est jamais réalisé. Mais commençons par le commencement. L'histoire traditionnelle raconte que les jardins furent construits par le roi Nabuchodonosor II, Nabuchodonosor ou Nabu-Kudurri-Usur en babylonien, le plus grand roi de Babylone. Il régna de 605 à 562 avant J.C., plus de 40 ans. C'est lui qui détruisit Jérusalem et déporta les Juifs à Babylone lors de la captivité babylonienne et qui construisit la célèbre porte d'Ishtar et les immenses murailles de Babylone. L'histoire dit qu'il épousa une princesse nommée Amytis, originaire du royaume de Médie, région montagneuse et verte dans le nord-ouest de l'Iran actuel. Amytis avait grandi parmi les montagnes, les forêts et les rivières. Quand elle arriva à Babylone, elle fut choquée. Une plaine plate et sèche, pas de montagnes, pas de forêt, pas de verdure. La nostalgie de son pays la saisit. Elle commença à dépérir comme une fleur arrachée de son jardin. Nabuchodonosor aimait profondément son épouse. Il ne supportait pas de la voir triste. Il décida de réaliser l'impossible, lui construire une montagne verte au cœur du désert. Il ordonna à ses ingénieurs de bâtir d'immenses terrasses superposées comme les marches d'un escalier géant, recouvertes de couches de roseaux, de bitume et de plomb pour empêcher l'eau de s'infiltrer, puis d'une épaisse couche de terre assez profonde pour que de grands arbres puissent y pousser. Ils firent venir des plantes de tout l'empire, arbres fruitiers du Levant,
roses de Perse, plantes exotiques des confins de l'Inde. Mais le plus grand défi était l'eau. Comment la faire monter du fleuve à 20 ou 30 mètres de hauteur à une époque sans pompe ni électricité? Les ingénieurs babyloniens inventèrent un système ingénieux semblable à la vis d'Archimède, une vis hélicoïdale dans un tube qui élève l'eau quand on la tourne. Ils l'ont peut-être utilisée des siècles avant Archimède. Des ouvriers tournaient ces vis jour et nuit pour monter l'eau jusqu'en haut, puis l'eau redescendait par des canaux irriguant tout sur son passage. Voilà l'histoire, une belle histoire d'amour immense et d'ingénierie miraculeuse. Mais le problème est qu'il n'existe aucune preuve. D'abord, aucun texte babylonien ne mentionne les jardins suspendus. Nabuchodonosor a laissé de nombreux textes où il se vante de ses constructions, portes, temples, murailles, palais, mais il n'a jamais parlé des jardins une seule fois. Est-il concevable qu'il ait bâti une merveille de cette taille sans s'en vanter? Deuxièmement, aucun texte babylonien ne mentionne une épouse nommée Amytis. Nous connaissons les noms de certaines de ces épouses, mais Amytis n'en fait pas partie. Troisièmement, les fouilles archéologiques sur le site de l'ancienne Babylone n'ont trouvé aucune trace des jardins. L'archéologue allemand Robert Koldewey fouilla Babylone pendant 20 ans au début du XXe siècle. Il trouva la porte d'Ishtar, le palais sud et la ziggurat, mais pas les jardins. Alors d'où vient l'histoire? La mention la plus ancienne vient d'un prêtre babylonien nommé Bérose, qui écrivit vers 300 AVC-J-C en grec pour un public grec. Ces écrits ont disparu. Nous ne les connaissons que par des citations ultérieures, comme chez l'historien juif Flavius Joseph au 1er siècle après J.C. Donc la source la plus ancienne est écrite 300 ans après Nabuchodonosor et nous est parvenue 300 ans plus tard. D'autres historiens grecs en ont parlé, Diodore de Sicile, Strabon, mais tous des siècles après l'époque supposée des jardins, et aucun n'a dit l'avoir vu de ses propres yeux. Le plus étrange est qu'Hérodote, le père de l'histoire, visita Babylone au VIe siècle, Avaver J.C. décrivit la ville en détail, murailles, rues, temples, mais ne mentionna jamais les jardins suspendus. En 2013, l'assyriologue Stephanie Dalley de l'université d'Oxford proposa une théorie très intéressante. Les jardins ont bien existé, mais pas à Babylone, à Ninive, capitale de l'Empire assyrien, ennemi historique de Babylone, dans le nord de l'Irak, près de Mossoul aujourd'hui. Le roi assyrien Sennachérib, 705-681, avait sur J.C., construisit un immense palais et des jardins qu'il décrivit dans ses inscriptions comme une merveille pour tous les peuples, et il fit bâtir un gigantesque système de canaux de 80 km pour amener l'eau des montagnes, décrivant l'utilisation de vis pour élever l'eau, exactement comme dans les sources grecques. Les preuves archéologiques existent, inscriptions assyriennes montrant des jardins en terrasse avec des arbres, restes du système de canaux encore visibles et visitables. La confusion viendrait peut-être du fait que Sennachérib, après avoir détruit Babylone en 689, Avever, J.C., appela Ninive, la nouvelle Babylone. Avec le temps, les gens oublièrent la différence et attribuèrent les jardins à Nabuchodonosor, le plus célèbre roi de la région. La théorie n'est pas prouvée, mais elle résout beaucoup d'énigmes et nous donne des preuves archéologiques réelles au lieu de simples récits. Que les jardins aient été à Babylone,
à Ninive ou qu'il n'ait jamais existé, l'histoire reste magnifique. L'histoire d'un roi qui aima tant son épouse qu'il tenta de lui apporter les montagnes de son pays. L'histoire d'ingénieurs qui défièrent la nature et construisirent une forêt au cœur du désert. L'histoire d'un amour devenu merveille. La leçon des jardins suspendus, qu'ils aient été réels ou non, est claire. L'amour véritable pousse l'homme à accomplir l'impossible et la créativité naît du défi. Si Babylone avait été verte comme la Médie, il n'y aurait pas eu de raison de construire les jardins. Le besoin et le défi sont ce qui crée les merveilles. Et maintenant, nous passons de l'Orient à l'Occident, de la Mésopotamie à la Grèce, de jardins qui peut-être n'ont jamais existé à une statue qui a certainement existé. Une statue qui faisait sentir à tous ceux qui la voyaient qu'ils étaient en présence d'un vrai Dieu. Chapitre 3. La statue de Zeus à Olympie. Dans la partie ouest de la péninsule du Péloponnèse en Grèce, il y avait un lieu sacré nommé Olympie. Pas une ville au sens ordinaire, mais un sanctuaire religieux où les tribus grecques se réunissaient tous les 4 ans pour célébrer les Jeux olympiques, la plus ancienne compétition sportive de l'histoire. Au cœur de ce sanctuaire se dressait un immense temple dédié à Zeus, roi des dieux chez les Grecs, maître du ciel, du tonnerre et de la foudre, père des dieux et des hommes, l'être le plus puissant de l'univers selon leurs croyances. Le temple lui-même fut construit entre 466 et 456 avec J-Trocé, conçu par un grec nommé Libon d'Hélice. C'était une merveille du style dorique. 6 colonnes sur la façade, 13 sur les côtés, toit en marbre blanc éclatant. Mais la merveille n'était pas le temple, c'était ce qu'il contenait, la statue de Zeus. Son créateur était un homme considéré comme le plus grand sculpteur de l'histoire grecque antique, Phidias. Phidias naquit à Athènes au début du siècle Avoré, J.C., ami proche du célèbre homme politique Périclès, celui qui fit d'Athènes la plus grande ville du monde grec. Périclès chargea Phidias de superviser la construction du Parthénon, le temple le plus célèbre de l'histoire, et de réaliser la statue colossale d'Athéna à l'intérieur. Phidias acheva la statue d'Athéna, une œuvre gigantesque en or et ivoire haute de 11 mètres. Les Athéniens furent émerveillés, mais les ennuis commencèrent. Les ennemis politiques de Périclès voulurent le discréditer et attaquèrent son ami Phidias. Ils l'accusèrent d'avoir volé une partie de l'or destiné à la statue. Phidias prouva son innocence, car il avait conçu la statue de façon à pouvoir démonter les plaques d'or et les peser. On les pesa et tout l'or était là. Mais les ennemis ne lâchèrent pas. Ils l'accusèrent d'un crime plus grave, l'orgueil et l'impiété, disant qu'il avait sculpté son propre portrait et celui de Périclès sur le bouclier de la statue d'Athéna. Mettre son visage sur une statue divine était considéré comme une offense aux dieux. Phidias dut fuir Athènes pour sauver sa vie. C'est là qu'intervint le destin. Les habitants d'Hélice, responsables d'Olympie et des Jeux, apprirent la mésaventure de Phidias, l'invitèrent chez eux et lui proposèrent un projet à la mesure de son génie, sculpter une statue de Zeus qui surpasserait tout ce qu'il avait fait auparavant. Phidias accepta, arriva à Olympie et se mit au travail. La statue qu'il réalisa était du type chryséléphantine, or et ivoire. Le corps extérieur, fait de plaques d'ivoire pour la peau, les vêtements, la barbe et les cheveux en or martelés, le tout sur une ossature en bois. La hauteur était de 12,5 mètres, plus grande encore que
que la statue d'Athéna du Parthénon. Imaginez la scène. Vous entrez dans le temple par la grande porte. La lumière est tamisée, venant seulement de la porte et de petites ouvertures dans le toit, et devant vous, Zeus est assis sur son trône, visage d'ivoire blanc éclatant, yeux vous regardant d'une hauteur impressionnante, barbe dorée tombant sur sa poitrine, couronne d'olivier argentée sur la tête, manteau d'or orné de fleurs et d'animaux. Dans la main droite, une petite statue de Niké, déesse de la victoire pour les athlètes des Jeux olympiques. Dans la main gauche, un sceptre incrusté de tous les métaux précieux, surmonté d'un aigle, symbole de Zeus et son oiseau sacré. La statue était si immense que sa tête touchait presque le plafond. Le géographe grec Strabon écrivit « Si Zeus se levait, il soulèverait le toit du temple. Le trône lui-même était une merveille, bois de cèdre incrusté d'ivoire, d'or et de pierres précieuses, gravées de scènes mythologiques, dieux, héros et monstres. 4 petites statues de Niké au pied du trône, lions, sphinx et autres figures légendaires partout. Sous les pieds de Zeus, un sol de marbre noir entouré d'une margelle formant un bassin rempli d'huile d'olive. L'huile reflétait l'image de la statue et doublait l'impression de grandeur et protégeait aussi l'ivoire de l'humidité. Car l'ivoire est très sensible. S'il sèche, il se fend. C'est pourquoi des prêtres spécialisés enduisaient constamment la statue d'huile pour la conserver. Les gens qui virent la statue laissèrent des témoignages stupéfiants. Le général romain Aemilius Paulus, vainqueur de la Macédoine, visita Olympie après sa victoire. En entrant dans le temple et en voyant la statue, il trembla et dit qu'il se sentait en présence du Dieu lui-même. L'historien grec Plutarque écrivit que Paulus avait déclaré « Phidias a sculpté le Zeus décrit par Homère », c'est-à-dire que la statue correspondait exactement à l'image tracée par le poète Homère dans l'Iliade et l'Odyssée. L'orateur grec Dion Chrysostome écrivit que celui qui voit la statue oublie tous ses soucis et problèmes. Il dit qu'il est impossible qu'un homme ayant vu cette statue reste malheureux. Phidias lui-même, quand on lui demanda quel modèle il avait utilisé pour Zeus, répondit qu'il s'était inspiré de la description d'Homère, où, quand Zeus hausse les sourcils, le mont Olympe tremble. Il y a beaucoup d'histoires et de légendes autour de la statue. On raconte que Phidias, une fois l'œuvre achevée, se tint devant elle et pria Zeus de lui donner un signe qu'il était satisfait. À cet instant, la foudre frappa le sol juste devant la statue. Les Athéniens placèrent une jarre de bronze à l'endroit frappé, qui resta là des siècles comme preuve que Zeus avait aimé la statue. Une autre histoire concerne l'empereur romain Caligula. Caligula était littéralement fou. Il se prenait pour un dieu. Il ordonna de transporter la statue de Zeus à Rome pour lui couper la tête et mettre la sienne à la place. Mais quand les ouvriers vinrent exécuter l'ordre, dit-on, la statue éclata d'un grand rire. Les ouvriers s'enfuirent, terrifiés, et peu après, Caligula fut assassiné. Bien sûr, ce sont des légendes, mais elles montrent la place mythique qu'occupait la statue dans l'imaginaire des gens. La statue resta à sa place plus de 800 ans, mais les choses changèrent. En 390 après J.C., l'empereur romain Théodose Ier ordonna la fermeture des temples païens. Le christianisme devint la religion officielle de l'Empire et le culte des anciens dieux fut interdit. Les Jeux olympiques eux-mêmes furent supprimés en 393.
Le temple de Zeus à Olympie fut fermé et abandonné. La grande statue resta seule dans l'ombre. Ce qui lui arriva ensuite n'est pas certain. Certaines sources disent qu'elle fut transférée à Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient, et placée dans un palais nommé Laos, qui collectionnait les chefs-d'œuvre antiques, puis que le palais brûla dans un grand incendie en 475 et la statue avec lui. D'autres sources disent qu'elle resta à Olympie jusqu'à être détruite avec le temple dans un incendie en 425, ou peut-être lors des tremblements de terre qui frappèrent la région en 522 et 551. Nous ne savons pas exactement, mais le résultat est le même. La statue a disparu. Il n'en existe aucune copie, pas même une description précise de ces détails. Tout ce que nous savons vient de descriptions littéraires et d'images sur des monnaies antiques. Mais dans les années 1950, une découverte importante eut lieu. Des archéologues allemands fouillant à Olympie trouvèrent les restes d'un bâtiment à l'ouest du temple, de même dimension exactement que la salle intérieure du temple. À l'intérieur, ils découvrirent des outils pour travailler l'ivoire, des marteaux pour marteler l'or, de petits morceaux d'ivoire, des pierres précieuses et des moules d'argile. C'était l'atelier de Phidias, l'endroit où il avait sculpté la statue de Zeus. Et le plus beau, ils trouvèrent une petite coupe en terre cuite portant une inscription sur sa base. « J'appartiens à Phidias ». Pour la première fois, une preuve matérielle directe de la présence de Phidias à Olympie, la coupe dont but le plus grand sculpteur de l'histoire. Et maintenant, nous restons sur les terres sous influence grecque. Nous passons de la Grèce au littoral ouest de la Turquie actuelle, à une ville qui fut parmi les plus riches du monde antique, et à un temple incendié, la nuit même où naquit le plus grand conquérant de l'histoire. Chapitre 4e. Le temple d'Artémis à Éphèse. Sur la côte ouest de la Turquie actuelle, dans la région autrefois appelée Ionie, se dressait la ville d'Éphèse. Éphèse était l'une des plus grandes villes grecques hors de la Grèce elle-même. Port prospère, commerce étendu, richesse immense. Et au cœur de cette ville se dressait un temple considéré comme l'une des plus grandes réalisations humaines, le temple d'Artémis. Artémis est la déesse de la chasse, de la nature sauvage et de la lune chez les Grecs, sœur jumelle d'Apollon, fille de Zeus. Mais l'Artémis d'Éphèse était différente de celle du reste de la Grèce. C'était un mélange de la déesse grecque et d'une divinité beaucoup plus ancienne de la fertilité et de la maternité. Sa statue célèbre la montre avec des dizaines de seins, symbole d'abondance et de fécondité. Le premier temple sur le site fut construit au 8e siècle, Avesser, J.C., mais détruit par une inondation, puis un deuxième plus grand. Mais le temple qui devint une des 7 merveilles fut bâti au 16e siècle, Avesser, J.C., financé par un homme nommé Crésus, roi de Lydie, Crésus, dont le nom est devenu synonyme de richesse. Riche comme Crésus est une expression encore utilisée. Ce roi finança la construction de ses immenses richesses personnelles. Les architectes étaient Chersiphron de Crète et son fils Métagénès. La construction prit 120 ans. Des générations entières travaillèrent sur ce projet colossal. À son achèvement, le temple était éblouissant. 115 mètres de long, plus qu'un terrain de football, 55 mètres de large, 127 colonnes de 12 mètres de haut chacune, tout en marbre blanc brillant sous le soleil méditerranéen, filons de Byzance
qui écrivit sur les merveilles du monde, visita le temple et nota « J'ai vu les murailles immenses de Babylone, la statue de Zeus, les jardins suspendus, le colosse de Rhodes, les pyramides d'Égypte et le mausolée. Mais quand j'ai vu le temple d'Artémis s'élevant jusqu'aux nuages, toutes les autres merveilles perdirent leur éclat. » Ce sont les mots de quelqu'un qui avait vu ou prétendait avoir vu toutes les autres merveilles et déclara que le temple d'Artémis les surpassait toutes. Le temple n'était pas seulement un lieu de culte, refuge pour les fugitifs, banque où les gens déposaient leur argent, galerie d'art abritant les œuvres des plus grands artistes, centre économique autour duquel tournait tout le commerce de la ville. Mais en une seule nuit, tout fut fini. La nuit du 21 juillet 356 avec JC, un homme entra dans le temple, grimpa sur le toit et y mit le feu. Le toit était fait de poutres de bois gigantesques. Le feu dévora le bois puis se propagea. Le temple entier brûla cette nuit-là. Et la même nuit, à des centaines de kilomètres dans le royaume de Macédoine, naquit un enfant nommé Alexandre, Alexandre le Grand. Les anciens furent frappés par cette coïncidence. Ils dirent qu'Artémis, déesse de l'accouchement aussi, était occupée à assister la mère d'Alexandre et avait donc laissé son temple sans protection. Bien sûr, c'est une légende, mais elle montre l'importance des deux événements. Mais qui était l'homme qui incendia le temple? Il s'appelait Érostrote. Érostrote était un homme ordinaire d'Éphèse. Nous ne savons presque rien de lui, ni sa famille, ni son métier. Il était totalement inconnu, et c'était précisément son problème. Quand on l'arrêta et qu'on le tortura, il avoua la raison. Il avait incendié le temple parce qu'il voulait l'immortalité. Il voulait que les gens se souviennent de lui pour toujours. Incapable de construire quelque chose de grand, il décida de détruire quelque chose de grand. Cela terrifia les Éphésiens, non seulement parce qu'il avait détruit leur temple sacré, mais parce que son mobile était extrêmement dangereux. Si Érostrote atteignait son but, si on se souvenait de lui, cela inciterait d'autres à faire la même chose. Ils rendirent donc un double verdict. Première peine, la mort. Érostrote fut exécuté. Deuxième peine, l'effacement de la mémoire, ce que les Romains appelaient damnatio memoriae, interdiction à quiconque de prononcer son nom sous peine de mort. Ils voulaient l'effacer de l'histoire comme s'il n'avait jamais existé. Mais la loi échoua. L'historien Théopompe, qui vivait à la même époque, écrivit le nom d'Érostrote et son histoire, et grâce à lui, le nom nous est parvenu. Aujourd'hui, 2400 ans plus tard, Érostrote est encore connu. Il a atteint son objectif, mais à quel prix? Son nom est devenu symbole de folie et de destruction gratuite. La célébrité érostrotique est une expression désignant la gloire à tout prix, même par la destruction. Après l'incendie, les Éphésiens décidèrent de reconstruire le temple. Alexandre le Grand, devenu le plus grand conquérant de l'histoire, visita Éphèse et proposa de payer intégralement la reconstruction. Mais les Éphésiens refusèrent poliment. Il ne convient pas qu'un dieu construise un temple à une autre déesse. Refus élégant qui préserva leur dignité et leur indépendance. La reconstruction commença après la mort d'Alexandre. Le nouveau temple fut plus grand et plus somptueux que l'ancien. Les travaux durèrent jusqu'environ 300 AD. J.C. Le nouveau temple tint 600 ans.
mais subit de multiples attaques. En 262 après J.C., les Goths envahirent la région, pillèrent le temple et y mirent le feu. Il fut réparé, mais ne retrouva jamais sa splendeur. Puis vint le coup fatal en 391 après J.C. L'empereur Théodose interdit le culte païen, et en 401, une foule de chrétiens menée par Jean Chrysostome détruisit ce qui restait du temple, cette fois délibérément, non par le feu, mais à la main, pierre par pierre. Les pierres servirent ensuite à construire églises et autres bâtiments. Certaines colonnes furent, dit-on, transportées à Constantinople pour la construction de Sainte-Sophie. Aujourd'hui, si vous visitez le site près de Selçuk en Turquie, vous ne verrez presque rien. Une seule colonne reconstituée à partir de fragments épars, une colonne solitaire dans un terrain marécageux, tout ce qui reste du plus grand temple du monde antique. Et maintenant, nous restons dans la même région à peu près. Nous descendons un peu vers le sud sur la côte turque jusqu'à une ville autrefois appelée Halikarnasse et un mausolée qui a donné son nom à toutes les tombes somptueuses du monde. Chapitre 5e. Le mausolée d'Halikarnasse, sur la côte sud-ouest de la Turquie actuelle, dans une région appelée Kari, aujourd'hui la ville de Bodrum, célèbre station balnéaire sur la mer Égée, se trouvait la ville d'Halikarnasse. Au IVe siècle, avait ce J.C., la Carie faisait partie de l'empire perse achéménide, mais jouissait d'une quasi-indépendance, gouvernée par des dynastes locaux qui prêtaient allégeance au roi de Perse. Le souverain qui changea l'histoire de la région fut un homme nommé Mosol. Il régna sur la Carie de 377 à 353 avec Sir J.C. Politicien habile et grand bâtisseur, il transféra sa capitale de Milasa à Halikarnasse et en fit une ville splendide. Nouvelles murailles, temples, immense théâtre. Mais la chose la plus étrange dans l'histoire de Mosol est son mariage. Il épousa sa propre sœur, oui, sa vraie sœur de même père et mère, nommée Artémise II. Ce type de mariage était courant dans les familles royales anciennes. Les pharaons le faisaient, les rois perses le faisaient, même certaines familles grecques. Le but était de préserver la pureté de la lignée et de garder le pouvoir dans la famille. Artémise n'était pas seulement une épouse, elle était une véritable associée au pouvoir, aidant Mosol à gouverner et à étendre le royaume, et elle l'aimait profondément. En 353, avec J.C., Mosol mourut. Artémise s'effondra de chagrin. Les historiens anciens racontent qu'elle fit une chose très étrange. Après avoir brûlé le corps de son mari, elle prit les cendres, les mélangea à de l'eau et les but. Imaginez, elle but les cendres de son mari mort, disant qu'elle voulait être son tombeau vivant. Cette histoire est peut-être exagérée, mais elle montre la profondeur de sa douleur. Artémise devint le symbole de la fidélité conjugale dans tout le monde antique. Les peintres de la Renaissance la représentèrent souvent buvant les cendres. Mais Artémise ne se contenta pas de pleurer. Elle décida de construire à son mari une tombe que le monde n'avait jamais vue. Ainsi naquit l'idée du mausolée. Le mot mausolée, mausoleum en anglais, vient directement du nom de Mosol. Après ce monument, toute tombe somptueuse dans le monde fut appelée mausolée. Le mot est passé du nom d'une personne à un nom commun, désignant un type de bâtiment. Le dessin du mausolée était un mélange de trois cultures, la base massive et carrée, influence égyptienne évidente, l'étage intermédiaire entouré de colonnes ioniennes grecques, le toit en pyramide à degrés, influence des tombes de Lycie voisine.
Les architectes étaient Satyros et Pythéos de Priene. La hauteur totale était d'environ 54 mètres, comme un immeuble de 14 étages. Tout le bâtiment était en marbre blanc éclatant. Mais le plus important n'était pas l'architecture, c'était la sculpture. Artémise fit venir 4 des plus grands sculpteurs du monde grec. Chacun prit un côté des 4 faces. Scopas prit le côté est, le même qui supervisa la reconstruction du temple d'Artémis. Bryaxis le nord, Léochares l'ouest, Timothéos le sud. Les 4 génies rivalisèrent pour réaliser la plus belle face. Le mausolée était couvert de frises et de statues. Frises représentant les combats des Grecs contre les Amazones, statues de lions, de chevaux et de figures mythologiques. On dit qu'il y avait au total 400 statues. Au sommet, sur le toit pyramidal, un char tiré par 4 chevaux portant 2 statues, Mosol et Artémise, dans leur dernier voyage vers l'immortalité. Artémise mourut avant l'achèvement du mausolée, 2 ans seulement après son mari. On dit qu'elle mourut de chagrin, mais les 4 sculpteurs terminèrent l'œuvre, disant qu'ils le faisaient pour leur honneur personnel et pour l'art lui-même. Un bon travail mérite d'être achevé, même si celui qui l'a commandé est mort. Le mausolée fut terminé vers 350 AVRJ/C et tint très longtemps. Alexandre le Grand passa par Halicarnasse en 334 AVRJ/C, assiégea la ville qui fut partiellement détruite, mais le mausolée resta intact. Les Romains vinrent et repartirent. Le mausolée tenait toujours. Les Byzantins gouvernèrent la région pendant des siècles. Le mausolée tenait toujours. 1600 ans, il resta debout. 1600 ans. La deuxième plus longue durée parmi les 7 merveilles après la Grande Pyramide. Mais les tremblements de terre du Moyen Âge commencèrent à l'endommager. Au XIIe et XIIIe siècle, une série de séismes affaiblit le bâtiment. Des parties s'écroulèrent et le toit pyramidal s'effondra. Le coup de grâce vint d'une source inattendue. Les chevaliers de Saint-Jean, ces chevaliers croisés, chassés de Terre Sainte, s'installèrent à Rhodes. Au XVe siècle, ils décidèrent de construire une forteresse à Halicarnasse pour protéger la côte et eurent besoin de pierres. Le mausolée était la source la plus proche de pierres prêtes à l'emploi. Ils commencèrent à le démanteler, pierre par pierre, pour bâtir leur château, le château Saint-Pierre, ou château de Bodrum, comme on l'appelle aujourd'hui, construit avec les débris d'une des 7 merveilles. Si vous visitez le château aujourd'hui, vous verrez des blocs de marbre du mausolée intégrés dans les murs. Une histoire raconte que les chevaliers, pendant le démantèlement, découvrirent une entrée vers une salle souterraine, descendirent et trouvèrent un immense sarcophage. Mais il était tard, ils le laissèrent pour le lendemain. Le matin suivant, la salle était pillée et le sarcophage vide. Mais les fouilles modernes ont montré que la tombe avait été pillée bien avant les chevaliers, probablement dans l'Antiquité. Le plus probable est que Mosol et Artémise furent incinérés et leurs cendres placées dans des urnes selon la coutume grecque. Au XIXe siècle, l'archéologue britannique Charles Newton fouilla le site, découvrit les fondations et de nombreux fragments sculptés qu'il emporta au British Museum à Londres, où ils sont encore exposés aujourd'hui. Parmi les plus importantes découvertes, une immense statue d'un homme que l'on pense être Mosol lui-même, 3 mètres de haut, visage puissant, barbe épaisse, regard confiant, peut-être le vrai visage de l'homme qui a donné son nom à toutes les tombes somptueuses. Aujourd'hui,
Si vous visitez le site du mausolée à Bodrum, vous ne verrez qu'un trou dans le sol, quelques morceaux de colonnes, quelques pierres éparpillées et un escalier menant à une chambre funéraire vide. Rien qui évoque la grandeur passée. Mais l'héritage du mausolée perdure. Toute tombe fastueuse dans le monde, du mausolée de Lénine à Moscou à celui de Jefferson à Washington, s'appelle mausoléum. Mosol a obtenu l'immortalité qu'il voulait, non par son corps, mais par son nom. Et maintenant, nous passons de la terre à la mer, de la côte turque à une île au cœur de la mer Égée. Une petite île qui a créé quelque chose de gigantesque, une statue devenue symbole de la liberté dans le monde entier. Chapitre 6e. Le colosse de Rhodes. Dans le coin sud-est de la mer Égée, au confluent de la Méditerranée et de l'Égée, se trouve l'île de Rhodes. Rhodes était l'une des îles les plus importantes du monde antique. Sa position stratégique en faisait une escale commerciale entre Orient et Occident. Tous les navires d'Égypte, de Grèce, de Phénicie et d'Asie mineure y passaient. À la fin du IVe siècle, avec J.C., le monde grec était en pleine confusion. Alexandre le Grand mourut en 323 à Vibdaï. J.C., son immense empire, se disloqua et ses généraux se battirent pour les dépouilles. Ces généraux sont appelés les diadoques, les successeurs. L'un d'eux, Antigone le Borgne, voulait réunifier l'empire d'Alexandre sous son contrôle et avait besoin de Rhodes pour son importance stratégique. Mais Rhodes était allié à un autre général, Ptolémée Ier en Égypte, et refusa de rejoindre Antigone. Celui-ci se fâcha et envoya son fils Démétrios, surnommé preneur de ville, soumettre l'île. En 305 av. J.C. Démétrios arriva avec une flotte immense et des milliers de soldats, assiégea la ville. Démétrios était un génie du siège. Il construisit des machines jamais vues. La plus célèbre était l'Héliopolis, ville du soleil, une tour de siège de 40 mètres couverte de plaques de fer pour la protéger du feu, équipée de catapultes, béliers et armes de toutes sortes. Le siège dura une année entière. Les habitants de Rhodes résistèrent farouchement. Hommes, femmes et même esclaves combattirent pour défendre leur ville. Les esclaves qui se battirent vaillamment furent promis à la liberté et effectivement affranchis après le siège. Finalement, des navires de ravitaillement arrivèrent d'Égypte avec Ptolémée. Démétrios comprit qu'il ne vaincrait pas, leva le siège et partit, mais il laissa derrière lui quelque chose de précieux, ces gigantesques machines de siège, tours, catapultes, échelles, tout en bronze, fer et bois. Il n'avait pas pu les emporter. Les habitants de Rhodes vendirent ces machines pour 300 talents d'argent, une fortune immense, et décidèrent d'utiliser l'argent pour construire quelque chose qui immortaliserait leur victoire, quelque chose qui montrerait au monde que la petite Rhodes avait vaincu la plus grande armée de l'époque, une statue colossale de leur dieu protecteur Hélios, dieu du soleil. Rhodes était consacrée à Hélios. La légende dit que l'île émergea de la mer comme un cadeau de Zeus à Hélios, qui protège et bénit l'île. Ils choisirent un sculpteur nommé Charès de Lindos, dans l'île même. Charès était l'élève de Lysippe, le plus grand sculpteur de son temps et sculpteur personnel d'Alexandre. Lysippe avait réalisé une statue en bronze de Zeus, haute de 22 mètres, gigantesque, mais pas assez. Charès voulait surpasser son maître. Les travaux commencèrent en 294 à J.C.
La construction fut un défi technique sans précédent. D'abord, ils bâtirent une base en marbre blanc de 15 mètres, puis commencèrent l'armature interne en fer comme les os de la statue, puis la recouvrirent de plaques de bronze martelées comme la peau. Comme la statue était immense, ils ne pouvaient pas travailler de l'extérieur avec des échafaudages. Ils élevèrent plutôt un tertre de terre autour de la statue à mesure qu'elle montait. Les ouvriers travaillaient sur la terre, puis augmentaient le niveau du tertre. Quand la statue fut achevée, ils retirèrent la terre, et la statue apparut au monde. Les travaux prirent 12 ans. En 245 avant JC, la statue fut terminée. Hauteur totale avec la base environ 50 mètres, la statue elle-même 33 mètres, plus haute que la statue de la Liberté sans sa base. Quelle était l'apparence de la statue? C'est là le problème. Nous ne le savons pas exactement. Les images célèbres montrant la statue debout, jambes écartées, au-dessus de l'entrée du port, datent du Moyen Âge. C'est techniquement impossible. Une statue de cette hauteur ne pourrait pas tenir avec les jambes aussi écartées. Et surtout, le port aurait été fermé pendant toute la construction. Le plus probable est que la statue était debout, jambes jointes, comme la plupart des statues grecques, peut-être tenant une torche d'une main et une lance de l'autre, ou peut-être la main au-dessus des yeux pour se protéger du soleil, comme sur une gravure ancienne d'un temple de Rhodes. Le visage était probablement semblable à celui d'Hélios sur les monnaies de Rhodes, cheveux bouclés, couronne de rayons solaires autour de la tête, très jeune et puissant. La statue devint le symbole de Rhodes et de la liberté grecque. Les navires qui arrivaient la voyaient de loin, phares de bronze brillant sous le soleil. Mais la grandeur ne dura pas longtemps. En 226 avant JC, seulement 45 ans après son achèvement, un violent tremblement de terre frappa l'île de Rhodes. Il détruisit de larges parties de la ville et du port, et la statue se brisa aux genoux et s'écroula. Le colosse qui se dressait fier tomba au sol en morceaux épars. Ptolémée III, roi d'Égypte à l'époque, proposa de payer la reconstruction. Il était admiratif et fit même frapper des monnaies à son effigie en se comparant à Hélios. Mais les habitants de Rhodes refusèrent. Ils consultèrent l'oracle de Delphes, le lieu le plus sacré du monde grec. L'oracle dit qu'Hélios était fâché contre la statue et que c'était pour cela qu'il l'avait détruite. La reconstruire attirerait davantage la colère divine. Ils la laissèrent donc. 800 ans, la statue resta renversée au sol. Et le plus étonnant est que même brisée, elle continuait d'attirer les visiteurs. L'écrivain romain Pline l'Ancien visita Rhodes au 1er siècle après JC. Il écrivit « Même renversée, elle inspire l'émerveillement. Peu de gens peuvent entourer son pouce de leurs bras. Ses doigts sont plus grands que la plupart des statues. D'immenses cavités apparaissent là où les membres se sont brisés. Et à l'intérieur, on voit d'énormes blocs de pierre utilisés pour la stabiliser. Imaginez un seul doigt de la statue plus grand que des statues entières. L'histoire se termina en 654 après JC. Les Arabes musulmans conquirent Rhodes cette année-là et vendirent les restes de bronze à un marchand juif. On dit que le bronze nécessita 900 chameaux pour être transporté. 900 chameaux. Cela vous donne une idée de la taille de la statue originale. Aujourd'hui, il ne reste aucune trace matérielle de la statue. Pas un morceau de bronze, pas une pierre de la base.
Tout ce que nous savons vient des descriptions antiques, des monnaies et des suppositions, mais l'héritage de la statue est vivant. La statue de la liberté à New York, la plus célèbre statue du monde, s'en inspire. Le sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi l'a conçu en pensant au colosse antique. La dame tient une torche de la liberté comme Hélios tenait la lumière du soleil. Tous deux symboles de liberté, tous deux à l'entrée d'un port, tous deux accueillant les navires qui arrivent. Et maintenant, nous arrivons à la dernière merveille. D'une île grecque à une ville égyptienne, d'une statue tombée après 50 ans à un phare qui tint 1500 ans, le plus grand phare de l'histoire. Chapitre 7e. Le phare d'Alexandrie, sur la côte nord de l'Égypte, là où la Méditerranée rencontre le delta du Nil. Alexandre le Grand fonda une ville à son nom, Alexandrie, en 331 d'Aan, Avetai, J.C. Il voulait une ville grecque sur terre égyptienne, un port reliant Orient et Occident. Choisit le site avec soin, à l'ouest de la branche principale du Nil, pour que la vase n'obstrue pas le port. Mais Alexandre mourut 8 ans plus tard, sans avoir vu sa ville achevée. Celui qui la termina fut un de ses généraux, Ptolémée, fils de Lagos. Ptolémée prit l'Égypte comme part de l'empire effondré, fonda la dynastie ptolémaïque qui régna sur l'Égypte 300 ans jusqu'à Cléopâtre. Ptolémée Ier, surnommé Soter, le Sauveur, transforma Alexandrie en la plus grande ville du monde. Il y construisit la célèbre bibliothèque qui réunit toutes les sciences du monde, le Moussion, première véritable université de l'histoire, et commença le phare. Le port avait besoin d'un phare. La côte égyptienne est très plate. Les navires ne voyaient la terre qu'en approchant beaucoup, et les eaux étaient pleines de rochers et récifs. Beaucoup de navires coulèrent en essayant d'entrer. Ptolémée décida de construire quelque chose visible de très loin, un repère guidant les marins vers la sécurité. Mais il mourut avant l'achèvement. Son fils Ptolémée II Philadelphe termina ce qu'avait commencé son père. L'architecte qui conçut le phare était un homme nommé Sostratée de Cnide. Cnide, ville grecque sur la côte turque actuelle, célèbre pour ses ingénieurs et mathématiciens. Le phare fut construit sur une petite île nommée Pharos, en face de la côte d'Alexandrie. L'île fut reliée au continent par une longue digue appelée Heptastadion, 7 stades, d'environ 1,2 km. La construction prit environ 12 ans, achevée vers 289 avant J.C., coût 800 talents d'argent, fortune colossale. Et le résultat fut stupéfiant. Hauteur entre 100 et 135 mètres, les sources varient, mais même au plus bas, c'était le deuxième plus haut bâtiment du monde après la Grande Pyramide. Le dessin était unique, 3 étages de formes différentes. L'étage inférieur carré, base massive et solide, haute, d'environ 70 mètres, avec des salles, couloirs et rampes pour monter le combustible. L'étage moyen octogonal, 8 côtés, haut d'environ 30 mètres. L'étage supérieur cylindrique avec la chambre du feu. Au sommet, une immense statue. Certaines sources disent Zeus, d'autres Poséidon, dieu de la mer, d'autres Hélios, dieu du soleil. Le plus probable est que c'était une statue de Ptolémée, lui-même en dieu. Comment fonctionnait le phare? La nuit, un immense feu brûlait dans la chambre supérieure. Le combustible, probablement bois ou huile, était monté par les rampes internes. Derrière le feu, un immense miroir de bronze concave réfléchissait
et concentrait la lumière vers la mer. On dit que la lumière était visible à 50-60 kilomètres, chiffre incroyable pour un phare antique. Le jour, le miroir réfléchissait la lumière du soleil, permettant d'envoyer des signaux visibles même en plein jour. Des légendes disent que le miroir était si puissant qu'il pouvait brûler les navires ennemis, probablement exagéré, mais cela montre l'impression profonde laissée par le phare. Le phare n'était pas seulement une tour utilitaire, c'était une merveille architecturale, murs en calcaire blanc et marbre, angles et arêtes ornés de statues de Triton, dieu de la mer à queue de poisson, entrées fastueuses et décorées, couloirs et rampes internes que les visiteurs pouvaient gravir. Oui, le phare était un site touristique. Les gens venaient du monde entier pour le voir et monter aux plateformes d'observation. Il y avait même des marchands de nourriture aux étages inférieurs. Premier centre commercial dans un phare. Sostrate l'ingénieur voulait immortaliser son nom, mais la loi interdisait tout nom autre que celui du roi sur les bâtiments officiels. Que fit-il? Il grava son nom dans la pierre. Sostrate, fils de Dexiphanès de Cnide, au dieu sauveur pour les marins. Puis recouvrit l'inscription d'une couche de plâtre sur laquelle il écrivit le nom de Ptolémée. Avec les années, le plâtre s'usa et tomba, révélant le nom de Sostratée, ruse astucieuse qui lui assura l'immortalité. Le phare tint très longtemps, environ 1500 ans, plus longtemps que toutes les autres merveilles, sauf la pyramide. Mais il subit de nombreux défis. Le premier tremblement de terre important le toucha en 956 après J.C., endommageant la partie supérieure, mais il fut réparé. À l'époque islamique, le phare continua de fonctionner. Les musulmans comprirent son importance et l'entretinrent. Un sultan fit même construire une petite mosquée au sommet à la place de la statue païenne. Le voyageur arabe Idrissi le visita en 1115 et le décrivit en détail, disant qu'il fonctionnait toujours comme phare. Mais les tremblements de terre continuèrent. Celui de 956 fut très fort, puis celui de 1303, le plus puissant de l'histoire de la région, endommagea gravement le phare, qui devint inutilisable. Le célèbre voyageur Ibn Battuta visita Alexandrie 2 fois. Lors de sa première visite en 1329, il put monter jusqu'à la porte du phare. Lors de la seconde, en 1346, il le trouva en ruine. Impossible de s'en approcher. Seulement 17 ans entre les deux visites, et le phare s'était complètement effondré. En 1480, le sultan Mamelouk Qaitbay ordonna la construction d'une forteresse sur le site du phare pour protéger la côte, utilisant les pierres du phare effondrées. La citadelle de Qaitbay est encore debout aujourd'hui. Si vous visitez Alexandrie, vous pouvez la voir au même endroit où se dressait le phare. En 1994, une équipe française de plongeurs, dirigée par l'archéologue Jean-Yves Empereur, découvrit quelque chose d'étonnant au fond de la mer en face de l'île de Pharos. Des centaines de blocs de pierre gigantesques, blocs de granit et de marbre pesant des dizaines de tonnes, statues de sphinx et de pharaons, colonnes et éléments architecturaux, les restes du phare. Les pierres étaient tombées dans la mer lors des effondrements dus au séisme et étaient restées sous l'eau 600 ans en attendant qu'on les retrouve. Aujourd'hui, vous pouvez plonger et voir ces vestiges vous-même. Le gouvernement égyptien travaille avec l'UNESCO pour protéger le site et peut-être créer un musée sous-marin.
Le phare a donné son nom à tous les phares dans les langues européennes. Le nom de l'île est devenu synonyme de phare. En français, phare. En italien et espagnol, faro. En portugais, farol. Chaque fois que vous voyez un phare dans le monde, souvenez-vous que le nom vient d'une petite île devant Alexandrie. Les leçons du phare d'Alexandrie sont profondes. Première leçon. Construisez quelque chose qui serve les gens. Le phare n'était pas seulement un monument de vanité. Il sauvait la vie des marins chaque nuit. Les plus grandes réalisations sont celles qui profitent aux autres. Deuxième leçon. La créativité dépasse les règles. Sostrate voulait l'immortalité et trouva un moyen astucieux. Si les portes se ferment devant vous, cherchez les fenêtres. Troisième leçon. L'entretien et le renouvellement sont indispensables. Le phare a tenu parce que des générations successives s'en sont occupées et l'ont réparé. Rien ne dure sans soin constant. Et ainsi s'achève notre voyage. 7 merveilles, 7 histoires, 7 leçons. Si ce que vous avez entendu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux que vous aimez. Écrivez-moi dans les commentaires quelle merveille vous a le plus plu et quel sujet vous voulez que nous abordions dans les prochains épisodes. Et tout à l'histoire est finie.